Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico, puis à Miami, et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens? Le tristement célèbre triangle, connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes, et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps. Dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi, à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit. Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et... crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qui lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille, vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps, donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplancton dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs.
Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvaire, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmars géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterer. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le deuxième oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût et tend des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur, car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise, avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elles s'en sortent indemnes. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des vers, mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque 3e nuit, après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver luisant s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. Ah, le triangle des Bermudes, un si bel endroit. Non, on le connaît aussi sous le nom de triangle du diable. Les marins et les pilotes du monde entier ont longtemps eu peur de cet endroit. Les histoires de bateaux et d'avions disparus ont fait penser à beaucoup de gens que c'était une zone d'activité paranormale. Beaucoup de gens évitent d'y circuler. Et leurs craintes sont tout à fait justifiées, car beaucoup de choses qui s'y sont produites sont difficiles à expliquer. Mais regardons le radar de vol de cette zone. Le triangle des Bermudes est l'endroit où se trouvent les îles des Caraïbes, et ce sont des lieux très populaires pour les personnes qui partent en vacances. Des millions de touristes visitent ces endroits chaque année, et ils s'y rendent en bateau ou en avion. Beaucoup de petits avions et de bateaux se déplacent constamment entre les îles éloignées, et ils ne croisent pas de choses effrayantes. Tu peux donc être sûr que tous les avions de cette carte vont atteindre leur destination en un seul morceau. Mais les mythes sur le triangle des Bermudes doivent bien venir de quelque part. Jusqu'à présent, les scientifiques et les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer certains des incidents qui s'y sont produits.
Alors examinons toutes les rumeurs et enquêtons sur certaines des choses les plus étranges qui se soient produites dans le triangle des Bermudes. Des choses mystérieuses s'y sont passées avant même que nous n'ayons des systèmes modernes de navigation par satellite. Les pilotes et les capitaines de navires naviguaient avec des boussoles et des cartes. C'est là que les gens ont remarqué la première chose étrange dans le triangle des Bermudes. Beaucoup de vieux marins affirment que leur compas devenait fou dans cette région. Leur aiguille tournait et tournait, ou bien pointait dans la mauvaise direction. Mais en fait, il n'y a rien de flippant dans tout ça. Il y a une anomalie magnétique ici, qui est créée par le métal sous terre. Les boussoles réagissent aux anomalies magnétiques de façon étrange. On les trouve partout dans le monde et les scientifiques en savent beaucoup sur elles. De plus, comme les navires et les avions disposent maintenant d'une technologie moderne, elles ne représentent plus un danger pour la navigation. Le Gulf Stream traverse également le triangle des Bermudes. Vois ça comme un fleuve qui coule dans l'océan. Son courant peut atteindre une vitesse de 1,8 mètres par seconde. Cela signifie qu'on peut probablement lui reprocher de pousser certains navires qui passent par là à dévier de leur route. Lorsqu'ils s'écartent de leur trajectoire, il est assez facile pour ces navires de se perdre. Mais ce qui est également important ici, c'est que l'air du Gulf Stream se mélange à l'air froid, et la différence de pression provoque de violentes tempêtes. Certaines personnes pensent que ces tempêtes peuvent devenir si puissantes qu'elles fracassent tout simplement les navires et les avions qui se trouvent à proximité. Beaucoup de marins et de pilotes débutants n'en tiennent pas compte lorsqu'ils voyagent dans le triangle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle aussi Hurricane Alley, l'allée des ouragans. D'autres personnes ont toutefois des explications plus inhabituelles pour le triangle des Bermudes. Il y a une théorie selon laquelle c'est l'endroit préféré des extraterrestres en visite. Toutes les personnes qui y ont disparu ont en fait été emmenées par les extraterrestres pour leur expérience. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens aiment cet endroit pour les vacances. D'autres pensent que le triangle abritait l'ancienne civilisation de l'Atlantide, il y a quelques milliers d'années, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les Bahamas modernes. Ils affirment que cette civilisation a été mystérieusement absorbée par le triangle des Bermudes. La théorie est que le triangle est en fait une sorte de portail vers une autre dimension et que tous les navires et avions disparus ont été aspirés dans le triangle. Mais toutes ces idées ne sont probablement que des mythes. Il est plus probable que des conditions météorologiques difficiles soient ce qui se cache derrière le mystère du triangle des Bermudes, accompagné de simples erreurs humaines. Mais les experts ne peuvent toujours pas expliquer certains incidents qui s'y sont produits, dont un qui aurait impliqué un voyage dans le temps. Tout s'est passé en décembre 1970. Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage gigantesque est apparu juste devant lui. Il devenait de plus en plus gros et il n'y avait aucun moyen de le contourner. Il fallait plutôt le traverser. Alors qu'il volait à l'intérieur, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à avoir des éclairs de lumière blanche tout autour de lui. Ils étaient si brillants qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. Son voyage à travers l'étrange nuage a duré près d'une demi-heure. Pendant ce temps, le nuage a changé de forme. L'espace autour de l'avion a formé un tunnel, et puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Tous les instruments et l'équipement de navigation de l'avion ont commencé à devenir fous, et l'électronique a cessé de fonctionner. Bruce s'est efforcé de rester calme alors qu'il se débattait avec les commandes. Puis une lumière blanche est apparue au bout du tunnel. L'avion s'est échappé du tunnel de nuages juste avant qu'il ne se referme. Tout semblait aller bien, mais Bruce s'est alors retrouvé dans une sorte de brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a réussi à contacter le contrôle au sol et a été choqué quand on lui a annoncé que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien au-dessus de Miami. Quelque chose d'impossible s'était produit. L'avion de Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il y était parvenu en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Lorsqu'il s'est posé, le pilote est allé vérifier la quantité de carburant restant dans son réservoir. Il s'est avéré qu'il avait consommé beaucoup moins que la quantité habituelle de carburant. Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, les enregistrements montrent que beaucoup de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là, et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait facilement pu rendre l'électronique et les appareils de l'avion fous. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? Tout comme le reste du triangle des Bermudes, la côte de Floride est un endroit où 2 grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression haute et l'autre une basse. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens essaient encore de comprendre comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Une autre chose tout aussi étrange s'est produite en 1945. 5 avions ont disparu en même temps.
Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation au-dessus de la mer. Mais quand ils ont fini, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et ils ont disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Il n'aurait jamais laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Même aujourd'hui, les gens débattent encore de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes, mais qui sait ? À peine 3 ans plus tard, un avion de passagers se dirigeait vers Miami depuis San Juan à Porto Rico. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Il n'y avait pas de nuages d'orage cette fois-ci, le ciel était dégagé pendant tout le vol. Mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 80 km de la côte, il a pu être frappé par un vent violent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans cette zone du triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude qu'il s'agissait du même. Ces histoires sont certes étranges, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Souviens-toi simplement de ceci. Il y a quelques années, le Fonds mondial pour la nature a fait des recherches et a établi une liste des mers les plus dangereuses du monde. Le triangle des Bermudes ne figure même pas sur cette liste. C'est probablement parce qu'il n'y a pas plus d'accidents qui s'y produisent que partout ailleurs dans le monde. Je me sens mieux. Pas toi ? Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba.
Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'était pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où 2 grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région, mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes ? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes.
Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était « Lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble. » Et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégés sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux.
Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique. Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité. La légende du triangle des Bermudes est l'un des rares mystères que nous ne pouvons toujours pas résoudre. Revenons 600 ans en arrière. L'histoire commence avec un Italien. Il voulait traverser l'océan pour atteindre l'Asie, un continent riche en épices, en soie, en minéraux, toutes ces merveilles. L'arrivée par voie terrestre était ridiculement longue, alors il s'est dit « pourquoi ne pas construire de solides bateaux, rassembler quelques marins et partir en Asie ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?»
En fait, cet homme s'appelait Christophe Colomb. En 1492, avec un peu d'aide de la famille royale espagnole, il s'est embarqué pour son grand voyage. Tout se passait bien, à part le fait qu'il allait dans la mauvaise direction. Mais alors qu'il arrivait à la fin de son voyage, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il ne le savait pas à ce moment-là, mais il naviguait dans le tristement célèbre Triangle des Bermudes. Le TB, le point de non-retour, l'endroit le plus effrayant entre les Bermudes, Porto Rico et la Floride. Il y a beaucoup d'histoires de bateaux, de paquebots et d'avions qui ont disparu dans ce mystérieux royaume. Certains ont été retrouvés des années plus tard, et d'autres ont disparu de la surface de la Terre, gisant au fond de l'océan sans avoir été découverts. Enfin, on n'en sait rien. Car une chose est sûre, nous n'avons absolument aucune idée de ce qui se passe là-bas. Les gens essaient de comprendre depuis des années, mais rien, zéro, nada. Alors, qu'est-ce que Christophe Colomb a vu ce soir-là? Qu'est-ce qui l'a tellement effrayé? D'après ses journaux de bord, Christophe Colomb a vu un énorme éclair dans le ciel. Tu es peut-être un super dur à cuire, mais enfin, si tu navigues sans avoir aucune idée d'où tu es et que soudain tu vois un énorme éclair juste devant toi, tu fais quoi? Moi, tu me retrouverais caché sous le pont en train de mâcher un citron ou n'importe quoi. Ce n'est pas le seul mystère des mers qui existe, loin de là. Tu as déjà entendu parler du Kraken? Un calamar géant qui peut avaler un navire entier, non? Tu as de la chance. Imagine que tu navigues sur un bateau, le vent dans les cheveux, les mains sur les hanches, comme dans ces vieux films de pirates. Et puis un énorme calamar surgit devant toi en provenance des eaux froides et sombres des profondeurs. Il enroule ses tentacules autour du navire et emporte le tout vers le fond de l'océan. Heureusement que tu as emporté un radeau de sauvetage. Et que dirais-tu d'un colossal serpent de mer qui poursuivrait ton bateau à toute vitesse à la recherche d'un casse-croûte pour ton déj? Cette chose s'appelle un léviathan, et tu ferais mieux de prier pour qu'il n'existe pas réellement. Ou les sirènes. Des créatures de mer méchantes mais belles. Elles aiment traîner sur les rochers et chanter du karaoké. Leur voix magique attire les marins, qui naviguent directement vers les rochers pointus. Ah oui, il y a aussi de gentilles sirènes, celles qui sont géniales, qui aiment aussi le karaoké, mais ne font pas couler les navires. Les bonnes vieilles sirènes, elles existent vraiment, elles, non? Et n'oublions pas les pirates avec des jambes en bois. Piller, voler, dire « Ah !» tous les 2 secondes. Au fait, à part ça, que font ces gars toute la journée? Revenons à notre ami italien Christophe Colomb. Peut-être qu'il a juste vu un orage. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé? Eh bien, je n'ai pas 600 ans et je n'étais pas là. Comment pourrais-je le savoir? Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a jamais parlé de vagues énormes ou de fortes pluies, ni de vents violents, juste d'un simple éclair dans le ciel. Peut-être que des dauphins lançaient des feux d'artifice, ou une chose comme ça. Après l'éclair, Christophe Colomb a écrit que l'aiguille de sa boussole s'est mise à danser partout. Cela devient de plus en plus bizarre. Son récit se termine avec une gentille tortue dotée de lunettes de soleil qui a sauté hors de l'eau, a poussé les 3 bateaux vers la rive et a permis à tout le monde de descendre pour s'acheter des hot dogs. Je plaisante. Alors, que s'est-il passé? Les scientifiques pensent maintenant avoir la réponse. Roulement de tambour. Un astéroïde s'est écrasé dans l'océan. Affaire classée. Mais attends, et le truc avec la boussole, quel est le rapport avec un astéroïde? Les astéroïdes ont des formes et des tailles différentes, mais ils sont comme des œufs en chocolat, le meilleur se trouve à l'intérieur. Ils sont remplis de minéraux et de métaux qui valent des milliards de dollars. Les scientifiques essaient même de trouver comment atterrir sur un gros astéroïde pour l'exploiter. Il faudrait que ce soit un très gros astéroïde, un truc de la taille de Rhode Island quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit entouré d'un champ magnétique, ce qui faciliterait son atterrissage. Les scientifiques pensent que les champs magnétiques autour de certains astéroïdes peuvent durer des millions d'années. Mystère résolu. Peut-être. La boussole du capitaine Christophe Colomb est devenue folle à cause d'un astéroïde qui s'est écrasé juste devant lui. Ok. Cela pourrait en effet expliquer d'autres étranges histoires des Bermudes. Il y a une centaine d'années, le USS Cyclops a quitté la Barbade en direction de Baltimore et a traversé en plein milieu le triangle des Bermudes. Il n'est jamais arrivé à destination. Les équipes de recherche ont passé des années à le chercher, mais elles n'ont rien trouvé. Il a disparu juste comme ça. En 1945, 5 avions militaires ont disparu sans laisser de traces. Ils avaient justement survolé le triangle des Bermudes. Donc s'il y a un astéroïde au fond de la mer quelque part, pourquoi continue-t-il à poser des problèmes 500 ans plus tard? Les radars et les boussoles de l'époque dépendent du champ magnétique terrestre. Le radar permet de guider les vols autour du monde. Une lecture radar défectueuse, ce serait un problème. Essaie de mettre un aimant près d'une boussole pour voir ce qui se passe. L'aiguille de la boussole est son propre petit aimant. Et elle pointe toujours vers le nord. Mais si tu la places à côté d'un aimant assez puissant, l'aiguille tournera toujours pour lui faire face. Et si cette boussole est tout ce que tu as pour te guider vers le rivage? Les capitaines de navires chinois ont été les premiers à inventer les boussoles.
Avant cela, les gens naviguaient le long du rivage ou simplement vers les îles qu'ils pouvaient voir. Grâce aux boussoles, les premiers marins pouvaient indiquer leur destination pour que d'autres personnes puissent y aller aussi. Maintenant que nous disposons de toutes ces nouvelles technologies, la question est de savoir si cet astéroïde est toujours là en bas. Comment pouvons-nous y aller pour le savoir ? Ce ne serait pas la première fois que nous plongerions dans les profondeurs de l'océan. Nous sommes déjà descendus dans la fosse des Mariannes, la plus profonde de la Terre. L'ascension du mont Everest ressemble à une blague comparée à la fosse des Mariannes. Seulement 2 personnes y sont déjà descendues. Comme c'est tellement profond, la pression de l'eau y est incroyable. Et la seule façon de descendre est de se mettre dans un réservoir high-tech, ou dans quelque chose qui ne s'écrasera pas sous toute cette pression. Et ce genre de choses n'est pas franchement bon marché. Et là-bas en bas, juste beaucoup d'obscurité, de calme et de beauté. Et un tas d'animaux bizarres. Le triangle des Bermudes n'est pas aussi profond que la fosse des Mariannes, alors on pourrait y descendre un jour plus facilement. On pourrait trouver l'astéroïde que Christophe Colomb a vu, cette fois avec des millions de petits poissons dessus qui auraient élu domicile. Tous ces bateaux et avions perdus qui ont disparu doivent être là quelque part aussi. Ou bien nous pourrions voir quelque chose que nous n'attendions pas. Nous pourrions aussi trouver d'anciennes espèces de calamars, de requins et de tortues avec des capacités spéciales, comme une vision nocturne. Nous pourrions trouver de l'or. Des navires remplis d'or et d'argent ont coulé sur leur chemin du retour des Amériques vers l'Europe. Certaines épaves présentaient des traces de feu, d'autres ont été séparées en 2 et la plupart sont toujours là. Une fois, des plongeurs japonais ont trouvé une ancienne pyramide sous-marine. Ils ne savent même pas si elle était naturelle ou si elle a été fabriquée par l'homme. Dans la mer Baltique, quelqu'un a capté une image bizarre au sonar d'un vaisseau spatial. Ou simplement c'est un rocher avec un aspect étrange ? Un lac suisse cachait une belle voiture ancienne. Après avoir été sortie sur la rive et nettoyée, elle a été vendue pour plus de 350 000 $. Les pneus étaient encore gonflés. Des pêcheurs japonais ont trouvé un jour un petit bateau rond avec un couvercle en verre. Il y avait une femme avec des cheveux roux à l'intérieur. Certains pensaient que c'était un conte de fées devenu réalité. D'autres pensaient que c'était une créature magique et d'autres encore que c'était une espionne. Le triangle des Bermudes fait peur, mais les îles qui sont proches sont géniales. Les Bermudes sont une petite île où l'on parle anglais, et les autres points du triangle sont la pointe de la Floride et l'île américaine de Porto Rico. Tu voudrais les visiter ? Le célèbre triangle des Bermudes dans l'Atlantique Nord semble depuis longtemps faire disparaître les voyageurs, les navires et les avions. Certains experts mettent cela sur le compte des mauvaises conditions météo. D'autres sont convaincus que la raison en est le trafic intense dans la région et l'erreur humaine. Beaucoup de gens croient aussi à des théories plus ou moins alambiquées. Les extraterrestres, la cité perdue de l'Atlantide ou même une météorite massive gisant au fond de l'océan. Il y a aussi ceux qui nient qu'il y ait quelque chose d'inhabituel dans cette région. Quoi qu'il en soit, le mystère perdure. Mais peu de gens savent que l'océan Atlantique Sud recèle lui aussi son propre mystère. Enfin, pas l'océan lui-même, mais un morceau d'espace au-dessus de cette zone. Il est surnommé le triangle des Bermudes de l'espace ou l'anomalie de l'Atlantique Sud. Là, la protection de la Terre contre les radiations solaires est beaucoup plus faible que partout ailleurs. Lorsque des vaisseaux spatiaux pénètrent dans cette zone, toutes sortes de problèmes surviennent. Par exemple, leur équipement peut défaillir ou tomber en panne sans prévenir. Lorsque la NASA a lancé son rover Perseverance, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en juillet 2020, les planificateurs de l'agence spatiale ont dû faire de leur mieux pour éviter le triangle des Bermudes de l'espace. Sinon, il aurait facilement pu faire des ravages sur le vaisseau spatial lancé en direction de Mars. Cette région étrange s'étend du Zimbabwe au Chili. L'anomalie elle-même semble être liée à l'une des 2 ceintures de radiation de Van Allen. Ces ceintures sont des zones de rayonnement intense qui proviennent du vent solaire. Les particules chargées sont capturées par le champ magnétique de notre planète. Elles forment 2 anneaux qui entourent la Terre, s'étendant de 650 à 58 000 km au-dessus de la surface. La ceinture intérieure de Van Allen est composée principalement de protons, tandis que la ceinture extérieure est principalement composée d'électrons. En piégeant les particules, les 2 ceintures nous protègent, ainsi que notre planète, des effets néfastes du rayonnement solaire. L'anomalie de l'Atlantique Sud se trouve dans la région où la ceinture intérieure de Van Allen est très proche de la surface de la planète. À cet endroit, le champ magnétique terrestre est particulièrement faible. Rien n'empêche les rayons cosmiques d'atteindre une limite d'à peine 193 km au-dessus de la surface. Plus le rayonnement solaire est important, plus les particules à haute énergie se rassemblent au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Le problème est que ce point de rayonnement est si bas que de nombreux satellites doivent le traverser en poursuivant leur orbite.
Là, ils sont bombardés par des protons à une vitesse de 3000 impacts par centimètre carré par seconde. Pas étonnant que cela affecte tous les systèmes électroniques à bord d'un vaisseau spatial. Par exemple, le télescope Hubble traverse le triangle des Bermudes de l'espace plus de 10 fois par jour. Et il ne peut pas collecter d'informations lorsqu'il se trouve dans cette région. Si l'équipement n'est pas mis en mode sécurité, tous les systèmes du vaisseau spatial peuvent tomber en panne. De plus, plus l'électronique devient complexe, plus les problèmes se multiplient dans cette région de l'anomalie de l'Atlantique Sud et plus les dégâts s'avèrent coûteux. Le vaisseau spatial SpaceX CRS-1 Dragon a failli devenir incontrôlable en octobre 2012. Attaché à la Station spatiale internationale, il a connu de graves avaries lors de son passage dans l'anomalie magnétique. Heureusement, ces problèmes ont été de courte durée. En mars 2016, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale a perdu le contact avec son satellite Hitomi. Celui-ci avait été lancé environ 1 mois auparavant pour étudier les processus qui se produisent dans l'univers. Plus tard, on a découvert que le vaisseau spatial s'était brisé en morceaux et s'était écrasé sur Terre. L'un des capteurs de mouvement a signalé que le satellite était en rotation, mais en réalité il était stable. Lorsque le système de contrôle a essayé d'empêcher la rotation non désirée et inexistante, le vaisseau spatial est tombé en morceaux. Cet accident a coûté près de 280 millions de dollars et 3 ans de préparation partis en fumée. Mais revenons au champ magnétique terrestre. Pourquoi est-il plus faible au-dessus de l'océan Atlantique Sud ? Plutôt que d'être une sphère parfaite, notre planète est bombée en son milieu. Si l'on mesurait le diamètre de la Terre à l'équateur, il serait 43 km plus large que celui de pôle à pôle. Dans les zones où il y a un creux, les particules chargées provenant de l'espace peuvent se rapprocher de la surface de notre planète. Le champ magnétique est créé lorsque des métaux liquides circulent dans le noyau externe de notre planète. Cela génère des courants électriques et donne également à la Terre ses pôles sud et nord. Mais ces pôles ne sont pas constants, car le champ magnétique de notre planète est en constante évolution. Parfois il s'affaiblit, parfois il se renforce. En ce moment, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Ce processus a commencé il y a plus de 1000 ans. Les scientifiques ne nient pas qu'un jour les pôles magnétiques de la Terre pourraient basculer. Alors le pôle Nord deviendra le pôle Sud et vice-versa. De tels phénomènes se sont produits tout au long de l'histoire de notre planète. La dernière fois, c'est arrivé il y a environ 780 000 ans. Les experts ne savent toujours pas si un tel retournement va se produire cette fois-ci. Après tout, ce n'est pas un changement instantané. Ce long processus peut même tout à coup s'inverser. Cela s'est d'ailleurs produit il y a 40 000 ans. À cette époque, la Terre était sur le point d'inverser son pôle magnétique nord en pôle sud. Mais cet événement s'est avéré ne pas être un renversement complet. Alors que les scientifiques essayaient de déterminer depuis combien de temps l'anomalie de l'Atlantique Sud existait, ils ont fait une curieuse découverte géologique. Elle a montré à quoi ressemblait le champ magnétique de notre planète il y a plusieurs milliers d'années. Les Bantous étaient une tribu antique d'Africains qui vivaient il y a environ 1000 ans dans la région de la vallée du Limpopo. Aujourd'hui, cette région se trouve à l'intérieur de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les Bantous avaient un étrange rituel. Pendant les sécheresses, ils brûlaient leur propre hutte d'argile, en espérant qu'un tel sacrifice ferait pleuvoir. Mais lorsque l'argile brûlait à haute température, les minéraux magnétiques qu'elle contenait s'alignaient sur le champ magnétique terrestre. C'est pourquoi lorsque la substance se refroidissait, les minéraux montraient la configuration du champ magnétique de la planète. Cela a permis aux scientifiques d'apprendre que le processus d'affaiblissement de la magnétosphère a commencé il y a longtemps. Les modèles d'argile ont même spécifié certaines périodes où le processus était particulièrement actif. En 400-450, 700-750 et 1225-1550. Mieux encore, les chercheurs ont probablement trouvé la réponse au mystère du triangle des Bermudes de l'espace. Ils ont remarqué que la frontière entre le manteau de silicate de notre planète et son noyau externe de fer-nickel liquide présentait quelque chose d'anodin. Cette région se trouve à près de 2900 km sous la surface de la Terre, et c'est là que se trouve un énorme réservoir de roches ultra denses. Certains experts affirment qu'il pourrait être vieux de plusieurs dizaines de millions d'années et large de plusieurs milliers de kilomètres. On ne sait pas exactement comment une roche, même si elle est aussi massive, peut interférer avec le champ magnétique de la planète entière. Cela pourrait être dû au fait qu'elle est située juste entre le noyau externe en ébullition de la Terre et le manteau, qui est beaucoup plus rigide et plus froid. L'énorme bloc rocheux pourrait perturber la couche de fer, et c'est précisément ce qui contribue à former le champ magnétique de notre planète.
Quelle qu'en soit la raison, c'est exactement sous l'Afrique que le champ magnétique est inversé. Et c'est ce qui est susceptible de causer l'anomalie qui affecte les vaisseaux spatiaux. Au début, les scientifiques ont pensé que leur découverte signifiait que le champ magnétique allait de nouveau s'inverser. Si c'était vrai, notre planète connaîtrait plusieurs événements catastrophiques. Les continents pourraient commencer à s'incliner dans différentes directions. Cela déclencherait des tremblements de terre catastrophiques, entraînerait la disparition de nombreuses espèces et provoquerait des changements climatiques. Heureusement, rien ne prouve que les conséquences de l'inversion des pôles seraient aussi graves. Mieux encore, il se pourrait qu'elle n'ait pas lieu du tout. Après de plus amples recherches, il est apparu clairement que le triangle des Bermudes de l'espace n'est pas le témoin d'un renversement imminent des pôles. Les événements qui se déroulent sous le continent sont plus susceptibles de s'inscrire dans un schéma à plus grande échelle. Mais l'anomalie de l'Atlantique Sud est déjà assez effrayante en soi. Si cette zone continue à s'étendre, elle causera des problèmes non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Les ordinateurs et autres équipements électroniques tomberont en panne ou cesseront de fonctionner. Pour l'instant, le rayonnement est moins intense dans les couches inférieures de l'anomalie que dans sa partie supérieure. Mais au cours des 150 dernières années, le champ magnétique de la région a perdu plus de 15% de sa force. Cela ne signifie pas que la Terre sera laissée sans protection contre le rayonnement du Soleil dans un avenir proche. Les experts sont persuadés que cela n'arrivera pas avant au moins 1 milliard d'années. De plus, une sorte de champ magnétique a toujours existé à l'époque de l'inversion des pôles, même s'il était plus faible et plus complexe que notre champ magnétique moderne. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque.
Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte, mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait t'avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Ils tirent le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'1 seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. « Vous pourriez rouler plus vite, s'il vous plaît ?» demandes-tu nerveusement au chauffeur de taxi. Vous arrivez à l'aéroport et tu récupères rapidement tes sacs dans le coffre
Puis tu te précipites déjà en nage vers le terminal. Tu bouscules des gens dans la foule en t'excusant à chacun de tes pas et finalement, tu embarques. En quelques heures, tu passes de l'aéroport au yacht qui t'attend dans le port. Et c'est seulement quand tu vois le rivage s'éloigner que tu commences à te calmer. Tes vacances aux Bahamas ont enfin commencé. Tu t'allonges et tu fermes les yeux paisiblement. Un léger mouvement du yacht te réveille. Tu ne sais pas exactement combien de temps tu as dormi, mais le soleil est en train de sombrer lentement sous l'horizon. Tu contemples le magnifique coucher de soleil rougeoyant, mais au bout d'une minute, tu t'aperçois soudain que tu ne peux plus voir la côte. Tu cours sur le pont en regardant dans toutes les directions. Partout autour de toi, il n'y a que l'océan. Tu te rassures, tes compétences en matière de navigation sont excellentes et tu te rends à la timonerie. Tu regardes la boussole, sa flèche tourne à toute vitesse. Les Bahamas, l'océan Atlantique, la boussole. Attends une minute. Oh non, tu es dans le triangle des Bermudes. Tu as entendu beaucoup d'histoires sur cette zone. Des monstres marins, une base extraterrestre, des boucles temporelles et l'Atlantide. Mais que faut-il croire? Toutes ces théories sur le triangle des Bermudes sont-elles fondées? La boussole, le GPS et l'Internet de ton téléphone sont maintenant inutiles. Tous les appareils électroniques ont cessé de fonctionner. Tu ne peux pas démarrer le moteur du yacht pour repartir. Est-ce que c'est une chose qui se produit dans le triangle des Bermudes? L'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde passe par le triangle des Bermudes. Chaque année, de nombreux navires le traversent. Et depuis le 19e siècle, seulement 50 bateaux ont disparu. D'autres endroits sur la planète en ont vu disparaître beaucoup plus. Et s'il était vraiment si difficile de naviguer dans cette zone, aucun capitaine ne s'y engagerait. Autrefois, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes car le nord géographique et le nord magnétique y étaient alignés. Si tu passais sur cette ligne, ta boussole ne marchait plus correctement. Mais le nord magnétique se déplace constamment et il se trouve maintenant bien au-delà du célèbre triangle. Tu n'as pas fait d'erreur de navigation. Tes appareils électroniques n'ont pas de problème. Mais ton yacht n'a plus de carburant car tu as oublié d'éteindre le moteur. Tu appelles les secours et ils te promettent de venir te chercher bientôt. Mais à cet instant, un bruit à basse fréquence se fait entendre dans les profondeurs de l'océan. Le ciel est crépusculaire et tu vois une vive lumière dans l'eau. Puis, à quelques mètres de là, un immense faisceau de lumière orange jaillit de la mer et monte vers le ciel. Un autre faisceau apparaît de l'autre côté du yacht. Le ciel étoilé est couvert. Il semble qu'un énorme laser envoie des colonnes de lumière dans le ciel. Un nouveau cercle lumineux apparaît autour de ton yacht. Il se fait de plus en plus vif et sa charge énergétique brise ton navire en deux. Avec ton gilet de sauvetage, tu sautes dans l'eau en poussant un cri. Une forte lumière apparaît sous tes pieds et, bien entendu, cette histoire n'est que pure fiction. L'une des théories les plus populaires est que la zone du triangle des Bermudes était autrefois le site de l'antique cité de l'Atlantide. Les gens qui y vivaient possédaient, selon la légende, des technologies sans équivalent dans le monde moderne. Et parmi ces technologies, il y avait les incroyables cristaux d'énergie. Ils généraient de l'énergie qui alimentait toute l'île. La ville serait aujourd'hui engloutie, mais les cristaux continueraient à libérer des rayons depuis le fond des eaux. Cette légende a vu le jour vers le milieu du XXe siècle. Elle a été à l'origine de tous les autres mythes sur le triangle des Bermudes. Tu t'assieds dans la cabine pour attendre les secours. Le yacht tangue. Une tempête se prépare. Tu regardes par la fenêtre pour savoir si c'est sérieux, mais tu ne vois rien. Une chose sombre et collante vient de se plaquer contre la vitre depuis l'extérieur. Et cette chose bouge. C'est un énorme tentacule. Il y en a partout. Il s'accroche au yacht de tous les côtés. Tu entends les planches du bateau craquer et tu cours sur le pont. Un violent orage a éclaté et un énorme calamar surgit de la mer. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau et le tire vers le bas. La peur te paralyse. Mais ce n'est encore qu'une légende. Les calamars gigantesques existent bien, mais ils sont présents dans tous les océans et seraient incapables de couler de gros navires. Nous n'avons aucune preuve que le kraken ou d'autres monstres similaires vivent dans les profondeurs du triangle des Bermudes. Quelque part, loin à l'horizon, tu aperçois un navire. Enfin, les secours arrivent. Tu t'assieds sur le pont et tu prends une boisson pour les attendre tranquillement. Mais étrangement, leur navire est très lent. Puis, tu remarques qu'il est en bois et qu'il a des voiles noires. Tu entends des cris et des vivats. Ce sont des pirates, avec des cache-œils, des sabres et des perroquets.
Il s'approche encore et jette des cordes sur le pont de ton yacht. Aucune légende ne dit que des pirates des siècles derniers sévissaient dans le triangle des Bermudes, ni que le Hollandais volant fasse disparaître les navires qu'il croise. Une théorie populaire veut que les bateaux voyagent vers le passé ou le futur lointain grâce à un portail temporel situé dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont encore que des mythes et tu es bien assis dans notre réalité. Toujours dans l'attente des secours. Mais une tempête éclate. D'énormes vagues secouent le bateau. Tu comprends que les sauveteurs n'arriveront pas à te rejoindre. Tu vas devoir attendre le matin. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu t'accroches fermement à la barre. La tempête ne semble pas trop violente, mais juste à ce moment, à la droite du yacht, tu remarques une vague immense. Elle a la taille d'un immeuble de 10 étages. La vague surgit très rapidement et renverse ton bateau comme une plume. L'impact est si fort que le yacht se retourne 2 fois et reste sur l'eau. L'énorme vague se disperse aussi soudainement qu'elle est apparue. Une seconde plus tard, une vive lumière éclaire les nuages. Ce n'est pas le soleil, mais un disque rougeoyant. Il descend vers ton yacht et modifie la gravité. Ton navire s'élève lentement dans les airs. Un hurlement puissant se fait entendre. Le disque lumineux s'ouvre et tu te retrouves dans un espace noir. Mais ceci est aussi une légende. Aucun vaisseau spatial venu d'une galaxie lointaine n'enlève les gens dans le triangle des Bermudes. Tu es de retour sur le pont et la tempête fait rage. Cette énorme vague était bien réelle d'ailleurs. On appelle cela une vague scélérate. On en voit partout dans le monde et pas seulement pendant les orages. Une vague scélérate peut soudainement apparaître sur une mer calme. Même aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas complètement élucidé cet étrange phénomène. Beaucoup pensent que les vagues transfèrent entre elles de l'énergie cinétique pour finalement produire une seule immense vague qui surgit soudain. Mais la vague disparaît bientôt car l'énergie s'épuise rapidement. Rien ne prouve que de telles vagues se forment plus souvent dans le triangle qu'ailleurs. Cependant, la région des Bermudes est soumise à de fréquentes tempêtes et ouragans. Dans de telles conditions, une scélérate peut facilement apparaître. La tempête prend fin, tu es heureux d'avoir survécu. Tu vois les premiers rayons du soleil et tu entends le léger bouillonnement de l'écume autour du yacht. Il n'y a pas de vagues, la mer est calme, mais quelque chose d'étrange semble se produire à la surface de l'eau. On dirait que le yacht se trouve dans un énorme bol de soupe en ébullition. Le bouillonnement est si puissant que le bateau se met à tanguer violemment. Tu t'accroches de toutes tes forces à la barre, mais une secousse particulièrement puissante te précipite par-dessus bord. Calme-toi, tout va bien. Il existe une théorie réaliste, mais non confirmée, selon laquelle il y aurait des gisements de méthane sous le triangle des Bermudes. Parfois, le gaz surgit du plancher océanique et remplit l'eau d'énormes bulles qui viennent éclater à la surface. Ce phénomène existe, mais d'après de nombreuses études, il n'y aurait pas de concentration de méthane dans le triangle des Bermudes. Tu viens de passer près de 24 heures dans l'un des endroits les plus mystérieux de la planète et tu as survécu. Enfin, tu aperçois les secours. Leur navire s'approche, les sauveteurs apportent des bidons d'essence pour alimenter ton moteur. Mais juste à ce moment, tu vois un immense aileron de la taille d'un voilier. Et puis un énorme requin bondit hors de l'eau. Ses mâchoires sont bardées de centaines de dents pointues, aussi grandes que la main d'un adulte. Le requin se jette sur ton voilier et te tire vers le fond. D'accord, ce n'est pas vrai non plus. On n'a même jamais raconté de légende au sujet de la présence de mégalodons dans le triangle des Bermudes. 4 décembre 1970. Le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1h30, sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche.
Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur, mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du triangle des Bermudes. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré des prévisions météorologiques favorables. Les pilotes ont été fortement désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leur équipement de navigation avait cessé de fonctionner. La dernière chose que la base a entendue était « Quand le premier avion descendra en dessous de 10 gallons, nous descendrons tous ensemble. » Et puis... silence. Les 5 avions et leurs 14 passagers n'ont jamais été revus ni entendus. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a rapporté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a vu apparaître au loin une lumière géante, comme il n'en avait jamais observé auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, mais celle-ci montrait des indications illogiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a traversé le triangle des Bermudes pendant son trajet et n'a jamais réapparu. Le Cyclope n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. Une estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et il ne reste jamais aucune épave. En 1800, un grand voilier appelé USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Indes occidentales. Le navire est entré dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le premier navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on ne pourra jamais en être sûr.
La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Les marins rentraient en Angleterre pour raconter des histoires sur les eaux dangereuses près des Bahamas, où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues à l'auteur lui-même et lui ont inspiré sa dernière pièce qui raconte l'histoire d'une tempête en pleine mer qui a transporté un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur le Sea Venture, un navire du XVIIe siècle. Ce navire transportait des provisions d'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été frappé par la tempête pendant 3 jours et a rejoint la côte de justesse. Les survivants de l'épave se sont échoués sur une partie désolée des Bermudes pendant 9 mois. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une énorme opération de recherche a été lancée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des avions de recherche était un hydravion PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de cet avion de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Comme le triangle des Bermudes n'est pas un lieu reconnu, personne ne connaît son emplacement exact ni sa taille. Certains pensent qu'il couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés autour des Bermudes. D'autres pensent que le triangle est aussi grand que 3,9 millions de kilomètres carrés. Le triangle des Bermudes est pourtant l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est justement là que réside le mystère du triangle des Bermudes. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes, mais bien l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee. La zone a une profondeur maximale de plus de 8200 mètres. Il s'agit de l'un des points les plus profonds du fond de l'océan, mais il est encore loin des 10 700 mètres de la fosse des Mariannes. Mais cette énorme profondeur pourrait expliquer pourquoi si peu d'épaves ont été retrouvées. Le triangle des Bermudes est le théâtre de phénomènes météorologiques intenses et imprévus. Les tempêtes se forment rapidement et de manière surprenante, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir le mauvais climat. De nouveau en l'an 1800, le navire USS Insurgent était en patrouille lorsqu'il s'est brièvement arrêté dans une base côtière avant de reprendre la mer. C'est la dernière fois que le navire a été vu. Une violente tempête aurait frappé les Indes occidentales à cette époque. On pense que cette tempête était tellement puissante qu'elle aurait pu causer le naufrage de l'USS Insurgent et l'USS Pickering, qui ont disparu à peu près au même moment. Comme pour le Pickering, aucune épave de l'Insurgent n'a jamais été découverte. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles apparaissent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Joshua Slocum était un marin extrêmement talentueux. C'est la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais malheureusement, il n'était pas de taille à affronter le triangle des Bermudes. En novembre 1909, Slocum a dit au revoir à sa femme et est parti pour l'un de ses habituels voyages d'hiver vers les Indes occidentales. La femme de Slocum a signalé sa disparition après plusieurs mois sans contact. On dit qu'il a fait escale à Miami pour se réapprovisionner avant de disparaître dans le triangle des Bermudes. Près des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées, mais il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins sont depuis encouragés à l'éviter.
Au fond de l'océan, les organismes de décomposition libèrent de grandes concentrations de méthane qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait irruption. Si un navire se trouve dans la zone d'une de ces zones de fracture, l'eau devient beaucoup moins dense et le navire coule rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait aussi être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit tout à fait logique, elle ne semble pas très probable. Le United States Geological Survey a déclaré qu'aucune émission importante de gaz ne se serait produite dans le triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils allaient faire une traversée jusqu'aux Bahamas. Peu après leur départ, une série d'orages s'est déplacée vers la région et on n'a plus jamais entendu parler des garçons. Une vaste opération de recherche de 24 000 km a été menée, mais malheureusement rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges qui tentent d'élucider le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. Des bateaux et des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des passagers qu'on ne revoit jamais. Des rapports sur d'étranges lumières dans le ciel. Non, ce ne sont pas les scènes d'un prochain blockbuster hollywoodien, mais quelques-uns des événements étranges signalés depuis plus d'1 siècle dans une zone sinistrement surnommée le cimetière du lac Ontario, également appelé le triangle des Bermudes du Canada ou le vortex de Marisburg. Il s'étend sur une partie du lac Ontario, de Kingston au comté canadien de Prince Edward et jusqu'à Oswego dans l'État américain de New York. Les récits concernant cette zone sont aussi glaçants que l'eau du lac sur laquelle ils ont eu lieu. L'histoire la plus troublante concerne la goélette appelée le Bavaria. C'était en 1889 et le bateau était remorqué sur le lac. Des eaux agitées ont rompu la corde de remorquage et le Bavaria s'est éloigné. Par chance, la goélette a été retrouvée plus tard entièrement intacte. Mais il manquait une chose, l'équipage. Pas une seule personne n'a été retrouvée à bord. Ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est que la table du dîner était mise, qu'on a découvert une miche de pain fraîchement cuite et que l'argent et les papiers du capitaine étaient au complet. Il y avait même un canari de compagnie qui gazouillait joyeusement comme si de rien n'était. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et ce n'était pas un incident isolé. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1900, 3 navires, l'Animines, le Picton et l'Acacia, traversaient le lac. Seuls 2 d'entre eux parviendraient à leur destination finale. Le second, le Picton, naviguait à toute vitesse devant les autres, lorsqu'il a tout simplement disparu. Selon un cuisinier de l'Animines, nous étions bien avancés sur le lac et nous allions à un bon rythme quand tout à coup, nous avons vu les huniers du Picton se détacher, puis ses voiles inférieures se sont affalées. Et ensuite, alors que nous étions debout et que nous regardions, le Picton a tout simplement disparu. Il est possible que le navire ait coulé, car des débris ont été vus plus tard dans l'eau. Mais le navire lui-même n'a jamais été retrouvé et aucun de ses membres d'équipage n'a jamais été localisé. Quelques semaines plus tard, une bouteille avec une note à l'intérieur a été découverte à Sackett Harbor, New York. La note était de la main du capitaine Sidley du Picton et attachait Vasey avec moi à une corde pour que nous soyons retrouvés ensemble. Vasey était le fils du capitaine âgé de 12 ans. La note soulève plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Si les témoins ont dit vrai, la disparition du navire a été assez rapide. Quand le capitaine Sidley a-t-il su qu'il était en danger? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide s'il était prévenu? Quand a-t-il eu le temps d'écrire une note, de la mettre en bouteille et de s'attacher à son fils? Tout cela reste un mystère. Et il n'y a pas que les navires qui ont eu maille à partir avec les forces étranges de la région. Des avions ont aussi lutté pour s'en sortir en un seul morceau. En 1975, Ron Scott s'est envolé de l'aéroport de Picton dans son Cessna 172.
Alors qu'il entrait dans le vortex de Marisburg, son appareil s'est incliné sur le côté. Pendant plusieurs secondes, il a été incapable de redresser l'avion, mais une fois qu'il l'a fait, la même force l'a fait basculer de l'autre côté. Encore une fois, il est resté coincé comme ça pendant quelques secondes, incapable de contrôler son aéronef. En pilote chevronné, il n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Il a certainement été plus chanceux que le pilote de l'aviation royale canadienne, Barry Allen Newman. Newman se trouvait au même endroit en 1952 lorsqu'il a perdu le contrôle de son jet et s'est écrasé dans le lac. À ce jour, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au total, plus de 270 bateaux et au moins 40 avions ont connu une fin tragique dans la région. Pour ajouter au mystère, les gens signalent parfois une série de lumières ou d'orbes brillants ou encore un vaisseau sombre qui plane dans le ciel. Ces phénomènes sont encore plus difficiles à expliquer. Les témoins qui consentent à les signaler sont catégoriques. Ils sont bien réels. Sid Wells a déclaré qu'il avait observé une forme étrange, comme un diamant à multiples facettes, tourner lentement dans le ciel. Puis, elle a tout simplement disparu. D'autres personnes affirment l'avoir vue aussi. Bien sûr, le vortex de Marisburg n'est qu'un des nombreux endroits dans le monde connus sous le nom de ville-vortex, un terme inventé par le biologiste et écrivain Ivan T. Sanderson. Il a découvert 12 autres zones équidistantes à la surface de la Terre où de drôles de choses se produisent. La plus connue d'entre elles est, bien sûr, le redoutable triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, il est tenu pour responsable de la disparition de milliers de personnes. Elles y sont entrées en bateau ou en avion, mais n'en sont jamais ressorties. Même l'explorateur Christophe Colomb a expérimenté le mystère du triangle des Bermudes lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Il a affirmé que les boussoles pointaient dans la mauvaise direction, que le niveau de la mer semblait changer radicalement et qu'il a même aperçu d'étranges lumières dans le ciel. En 1918, l'USS Cyclops, qui était l'un des plus gros navires-citernes de la marine américaine, a disparu à cet endroit. Comme les 309 membres d'équipage ont été déclarés perdus en mer lorsque le Cyclops a disparu, on considère qu'il s'agit de la plus grande perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine en un seul incident. À l'époque, la météo était bonne. Le seul message envoyé ce jour-là par le navire n'indiquait aucun problème ni aucune préoccupation. Et aucun signal de détresse n'a jamais été envoyé. Une enquête navale approfondie a suivi. Sa conclusion ? De nombreuses théories ont été avancées, mais aucune ne permet d'expliquer de manière satisfaisante la disparition du navire. En d'autres termes, les enquêteurs étaient perplexes. Il y a aussi le triangle du Dragon, situé dans l'océan Pacifique. L'histoire la plus troublante concerne un groupe de navires japonais qui ont disparu dans les années 50. Lorsque des chercheurs ont été envoyés pour enquêter sur ce qui s'était passé, ils ont eux aussi disparu. Dans chaque cas, il est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il est facile de se laisser emporter par les histoires de monstres marins géants qui se cachent sous les vagues. Sanderson était prêt à accepter la possibilité que de telles histoires soient vraies. Il pensait que les villes vortex qu'il étudiait pouvaient être expliquées par n'importe quoi, d'une ride dans le continuum espace-temps à des anomalies magnétiques, en passant par un mystérieux peuple aquatique. Bien sûr, Sanderson n'était pas seulement un grand fan des lieux étranges. Il a aussi écrit sur des créatures fantasmagoriques comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Ses compétences en tant que scientifique impartial sont toutefois discutables. En 1948, il a affirmé que des empreintes de pieds à 3 doigts, trouvées à Clearwater Beach en Floride, étaient la trace de manchots de 4,50 m de haut, arguant qu'il était impossible de les contrefaire. En 1988, Tony Signorini a finalement révélé que son ami et lui, en attachant des pieds en fonte à des baskets montantes, étaient à l'origine du canular du manchot géant. Peut-être que Sanderson n'est pas la source la plus fiable après tout, mais il existe aussi des explications tout à fait convaincantes et entièrement naturelles. Examinons plus particulièrement le vortex de Marisburg. Il est tout à fait possible que de navires comme le Bavaria et le Picton aient succombé à un mélange de malchance et de mauvais temps. Le temps instable n'est certainement pas rare sur le lac Ontario, et les tempêtes éclair sur l'eau peuvent s'avérer dangereuses pour les marins les plus expérimentés. Encore aujourd'hui, malgré les progrès des prévisions météorologiques, on se trompe souvent. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de prédire qu'une tempête était en approche. Et la météo n'était qu'un problème parmi d'autres. L'historien Marc Seguin a déclaré que la zone avait toujours été connue pour être dangereuse,
car le lit du lac devient rapidement peu profond le long de la rive est. Il y a aussi de petites îles rocheuses et des hauts fonds disséminés dans toute la zone, ce qui rend la navigation risquée, surtout pour les grands bateaux ou ceux qui sont alourdis par une lourde cargaison. Au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques modernes et l'amélioration de la construction navale ont atténué la plupart des dangers de la navigation sur les grands lacs, ce qui a entraîné moins de pertes. Le dernier grand naufrage sur l'un des grands lacs a été celui du SS Edmund Fitzgerald, qui a coulé au large des côtes du lac supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. Il semble que le vortex ne puisse rivaliser avec le progrès humain. Et en ce qui concerne les lumières ou les images dans le ciel, dans la plupart des cas, c'est le résultat d'un phénomène intéressant appelé inversion thermique. Lorsque cela se produit, une couche d'air chaud se retrouve piégée sous de l'air froid. Cela peut donner lieu à des mirages ou des reflets. Ainsi, une lumière au sol qui se trouve à des kilomètres peut se refléter dans le ciel, donnant l'impression d'un objet volant. D'autres parties du mystère pourront être résolues avec le temps. L'eau douce et les températures glaciales du lac Ontario aident à préserver les navires et les avions qui y ont sombré. Alors que les plongeurs et les chercheurs continuent d'explorer la région, peut-être percerons-nous enfin le mystère du Bavaria, du Picton, du capitaine Sidley et de son fils. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit,
des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des 2 pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite. Pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations.
Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ?